Mon père m'a battu et renié le jour de mes 18 ans pour avoir haussé le ton sur mon frère chouchou qui criait « Tu es un raté qui ne mérite pas d'être fêté ». Alors je le leur ai fait regretter. Quand j'ai eu 18 ans, un samedi de la fin septembre, cela faisait 3 ans que je comptais les jours jusqu'à cette date précise. Ce n'était pas parce que je voulais voter, acheter des jeux à gratter ou faire ce que les gosses normaux attendent avec impatience. Je comptais, parce que c'était ma date d'expiration pour leur contrôle sur moi, le jour où, légalement, ils ne pourraient plus me traîner de force à la maison si je décidais de disparaître. Moi, homme de 22 ans, j'ai grandi dans une de ces maisons qui rendent bien en photo. Un style artisanal à 2 étages, des boiseries blanches, des haies que mon père s'acharnait à tailler tous les week-ends. Du trottoir, on avait l'air d'une famille parfaite. À l'intérieur, par contre, c'était comme vivre dans une maison où j'étais la seule chose qu'ils auraient voulu pouvoir cacher. Mon frère Evan a 2 ans de moins que moi, et il est le favori depuis la seconde où il a pris sa première respiration. Sans exagérer. Le gosse aurait pu mettre le feu au garage, et il lui aurait demandé s'il avait besoin d'une thérapie et d'une nouvelle Xbox pour gérer ses émotions. Pendant ce temps, j'ai laissé une serviette mouillée sur le sol de la salle de bain une fois, et j'ai eu droit à une leçon de morale de 45 minutes sur le respect et la responsabilité, qui s'est terminée par mon père me demandant si j'avais été élevé par des loups. En grandissant, j'ai appris à exister silencieusement, pas de bruit de pas, pas de plainte, toujours une étape en avance sur leurs besoins pour qu'ils n'aient rien à demander. Mon père avait ce regard qu'il me lançait, comme si ma simple présence l'agaçait. Ma mère était pire, parce qu'elle souriait en débitant des conneries du genre « Evan est naturellement doué, chérie. Tu dois travailler 2 fois plus dur pour suivre le rythme. » Evan a eu la génétique, la personnalité, la chance. Après que ma mère a perdu 3 grossesses avant lui, il est devenu leur bébé miracle, leur seconde chance, et moi, j'étais juste le gosse qu'ils avaient eu avant de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. J'ai essayé, pourtant. J'avais des notes correctes, je travaillais à temps partiel à la quincaillerie locale, chargeant des sacs de paillis et de béton après l'école. Je ne causais jamais de problème. J'économisais chaque dollar, parce que je savais déjà que la fac ne se ferait pas avec leur argent. Chaque fois que mon père parlait de mon avenir, il grognait un truc du genre « Tu te débrouilleras. Tu es plein de ressources. » Evan a eu un tout nouvel ordinateur portable de gaming à 16 ans pour l'école. Il l'utilisait surtout pour streamer des vidéos et jouer jusqu'à 3 heures du matin. Quand j'ai demandé à l'emprunter une fois pour des recherches pour la fac, ma mère m'a dit de demander d'abord à Evan. Il m'a dit de m'acheter le mien. Fin de la discussion. Alors, quand mon 18e anniversaire est arrivé, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être une carte avec 20 $ dedans. Peut-être un gâteau industriel de l'épicerie. Quelque chose qui reconnaissait mon existence. Je me suis réveillé vers 10h30, je suis descendu, et j'ai trouvé mon père en train de nouer un ruban argenté autour d'une boîte noire élégante sur le comptoir de la cuisine. Evan sautillait partout comme si c'était le matin de Noël. Ma mère avait ce sourire figé de photos de magazines plaqué sur le visage. Personne ne m'a regardé, pas une seule fois. Ma mère m'a finalement remarqué, debout là, et a dit « Oh, timing parfait, chérie. » Evan, vas-y, je suis resté là, confus, figé. Evan a déchiré la boîte et en a sorti cette montre coûteuse en acier inoxydable, avec un bracelet en cuir. Le genre qui coûte plus de 3 mois de mes chèques de paie à la quincaillerie. Le genre qu'on voit dans les pubs de magazines pour de l'eau de Cologne et des voitures de luxe. Yo, c'est dément, a souri Evan, en la glissant à son poignet et en la tournant pour attraper la lumière. Maintenant, je n'ai plus besoin de voler la tienne, papa. Mon père a ri et lui a ébouriffé les cheveux. Tu l'as mérité, champion. On est fiers de toi. Mérité. Le plus grand accomplissement du gosse ce mois-là, c'était d'être entré dans l'équipe de basket réserve et de ne pas s'être fait virer pour avoir vapoté dans les vestiaires. Je suis resté là à attendre, attendant que quelqu'un se souvienne, me regarde, dise les 2 mots qui comptaient vraiment aujourd'hui. Ma mère a jeté un coup d'œil, a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a dit « Ne fais pas cette tête d'aigri, Nolan. La vie ne tourne pas autour des biens matériels. Quand tu seras plus vieux, tu comprendras que le caractère compte plus que les cadeaux. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Elle l'a dit avec cette voix douce et condescendante qu'elle utilise quand elle veut paraître sage. Comme si j'étais un sale gosse faisant un caprice pour un jouet. Je croyais qu'on mangeait du gâteau, ai-je dit doucement. Oh, on en a mangé un peu plus tôt, a dit Evan nonchalamment,
sans même lever les yeux de sa nouvelle montre. Pendant que tu faisais la grasse matinée. J'ai cligné des yeux. Vous avez mangé du gâteau sans moi. C'était juste un petit truc, a dit ma mère rapidement. Rien de grand. Ne fais pas une scène. Evan a eu un sourire narquois. Mon nom était dessus. T'as raté ça, frérot. Je veux dire, c'était une sorte de célébration commune, mais ce n'est pas ton anniversaire. Passe à autre chose. Mon père a craqué, c'est juste un gâteau, Nolan. Arrête d'être dramatique. C'est là que quelque chose a lâché dans ma tête, comme un câble qui claque. J'ai regardé Evan, je l'ai vraiment regardé, debout là avec sa montre à $150, portant le sweat à capuche que j'avais acheté avec mon propre argent, qu'il m'avait emprunté il y a 3 mois et jamais rendu. Tu sais quoi, ai-je dit, la voix plus forte que prévu. C'est pathétique. Tu es pathétique. Tu n'as rien mérité de toute ta vie. Tu te laisses juste porter pendant qu'ils te donnent tout et prétendent que tu es spécial. Le visage d'Evan est devenu rouge. C'est quoi ton problème, mec? Mon problème? J'ai ri, et c'est sorti bizarrement. Mon problème, c'est que je suis debout ici le jour de mon anniversaire à te regarder recevoir une montre juste pour avoir existé, alors qu'ils ne peuvent même pas se souvenir de quel jour on est. Nolan, a averti ma mère. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Vous me traitez comme un chien errant que vous êtes coincé à nourrir, pendant que vous organisez des fêtes pour le garçon en or qui a échoué dans toutes ses matières sauf le sport. C'est là que mon père a réagi vite. Il m'a attrapé par le col, m'a plaqué violemment contre le frigo. Ma tête a cogné contre l'acier inoxydable. Tout est devenu blanc pendant une seconde. Tu as fini, a-t-il dit, la voix basse et froide. Tu m'entends? Fini. Je l'ai repoussé assez fort pour qu'il trébuche. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Je n'avais jamais riposté avant. Jamais élevé la voix. Jamais battu. Touche-moi encore une fois, ai-je dit doucement, et je te le ferai regretter. Il est revenu à la charge, cette fois avec son poing, m'a touché aux côtes. Une fois, 2 fois. Je me suis plié en deux, cherchant mon air. Ma mère a crié. Evan est resté là à regarder. Mon père m'a attrapé le visage, m'a forcé à le regarder. Assez, a-t-il dit. On a fini de célébrer un raté comme toi. Tu es juste une erreur. Maintenant, hors de ma vue. Une erreur. C'est ce que j'étais, pas son fils. Je me suis redressé, les côtes hurlant de douleur, le goût du sang dans la bouche, et je les ai regardés tous les trois, ma mère pleurant de fausses larmes, Evan tenant toujours sa montre, mon père respirant fort, les poings serrés. Et j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'aimerait jamais. Peu importe ce que je faisais, à quel point j'essayais, à quel point je me faisais petit, je ne serais jamais Evan. Alors, j'ai fait un choix. Je suis monté, j'ai pris mon sac à dos, j'y ai fourré un sweat à capuche, des chaussettes, des barres de céréales, mon chargeur de téléphone, et les $180 que j'avais économisés dans une enveloppe scotchée sous le tiroir de mon bureau. J'avais ma carte d'identité, ma carte de débit, et un horaire de bus Greyhound que j'avais enregistré sur mon téléphone il y a 3 semaines, juste au cas où. À 2 heures du matin, alors que tout le monde dormait, je me suis glissé par la porte arrière. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je préférais dormir dans la rue plutôt que de passer une nuit de plus dans cette maison. Les 4 premières nuits ont été brutales. Je ne vais pas embellir la vérité. J'ai alterné entre le dîner ouvert 24h24 sur la route 12, un coin de la bibliothèque publique jusqu'à ce qu'il me vire à la fermeture, et un banc derrière le 1K que personne ne vérifiait après minuit. J'ai appris quels distributeurs automatiques étaient les plus susceptibles de lâcher 2 produits si on les frappait bien, quelle toilette de station-service avait le meilleur savon pour se laver, et quelle ligne de bus roulait toute la nuit pour que je puisse dormir sans me faire émerder par les flics. Le 4e jour, j'ai failli me faire repérer. Je passais devant le centre commercial pour charger mon téléphone à la bibliothèque, et j'ai vu le camion de mon père tourner dans le parking comme s'il possédait les lieux. Même bosse sur le pare-choc, même cadre de plaque d'immatriculation personnalisée. Mon cerveau s'est glacé. Je me suis baissé derrière un distributeur près de l'entrée de la laverie et je suis resté là, faisant semblant de scroller sur mon téléphone comme si j'étais à ma place. Je l'ai regardé sortir, regarder autour de lui, puis marcher vers l'épicerie comme s'il était en mission. Il ne m'a pas vu.
Mais j'ai appris quelque chose à ce moment-là. Disparaître, ce n'est pas juste partir. C'est rester caché quand on est à 5 secondes de se faire choper. La 5e nuit, mon téléphone était presque déchargé. Mon sweat sentait la sueur et la pluie, et j'avais mangé tellement de barres protéinées de station-service que je pensais que mon estomac allait se révolter. C'est là que j'ai trouvé l'église en ville. Il gérait un programme d'hébergement au sous-sol. Rien de chic, juste des lits de camp et un repas chaud 3 fois par semaine. Le type à l'accueil était un homme âgé aux cheveux gris, avec ce genre d'yeux bienveillant qu'on ne voit pas souvent. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé avec mon sac à dos et ma lèvre éclatée. Il a juste hoché la tête et m'a indiqué un lit vide près du fond. Je suis resté là pendant 11 jours. J'ai rencontré des gens. J'ai appris des choses, comme comment étirer 3 $ pour faire 2 repas. Comment repérer les emmerdes avant qu'elles ne vous repèrent. Comment dormir d'un œil pour que personne ne prenne vos affaires. Pendant la journée, je marchais jusqu'à la bibliothèque et je remplissais des demandes d'emploi sur les ordinateurs publics. J'ai postulé partout, restaurants, magasins de détail, entrepôts, services de livraison, tout ce qui prendrait quelqu'un avec un diplôme d'études secondaires et un pouls. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des rappels après environ 1 semaine et demie. C'est aussi à ce moment-là que mon père a commencé à appeler. Le premier message était en colère, menaçant, puis confus, puis désespéré. Au 4e message vocal, il pleurait. « Ta chambre est toujours là, Nolan. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut parler de ça. » Je n'ai pas rappelé. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que je préférais dormir sur un lit de camp dans le sous-sol d'une église plutôt que de vivre dans une maison où j'étais une erreur? J'ai fini par décrocher un emploi dans un centre de distribution de matériel médical. C'était un hub immense près de l'autoroute 47 qui expédiait du matériel hospitalier et des fournitures pharmaceutiques à des cliniques dans 3 États. Le salaire était le minimum plus des heures supplémentaires occasionnelles, mais ils m'ont embauché sur le champ quand je me suis présenté à l'entretien avec une chemise empruntée. Le directeur des opérations, un type avec des avant-bras comme des câbles d'acier, m'a regardé et a dit « Tu arrives à l'heure. Tu travailles dur. Tu ne voles pas. On est bon. C'est tout ce qui compte. » Je suis arrivé en avance chaque jour. Après 2 semaines à dormir au refuge, j'ai rencontré l'homme âgé de l'accueil à l'extérieur après l'un des services de repas. Il déposait des couvertures données et de la soupe en conserve. Ancien électricien, retraité tôt après la mort de sa femme. Il a mentionné qu'il avait cet abri de jardin aménagé derrière chez lui qu'il utilisait pour du stockage, mais qu'il pensait le louer pas cher à quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pouce. J'ai demandé pas cher comment. Il a dit 120 $ par semaine, charges comprises. J'ai emménagé le lendemain matin. Ce n'était pas grand-chose. Un matelas simple sur un cadre en métal, un chauffage d'appoint qui ne fonctionnait que si on ne respirait pas de travers dessus, un micro-ondes et une plaque chauffante. Ça sentait l'huile de moteur et les vieux journaux. Mais c'était chaud, privé, et c'était à moi. Le propriétaire me laissait tranquille, la plupart du temps. Il frappait juste 1 fois par semaine pour le loyer et laissait occasionnellement un sac de courses sur la marche sans rien dire. Je travaillais plus de 40 heures au centre, prenant parfois des gardes le samedi quand ils avaient besoin de bras pour des expéditions urgentes. Je gardais la tête basse, je faisais le boulot, je ne me plaignais pas. Après environ 6 semaines, le directeur a commencé à m'assigner au poste de contrôle des inventaires, l'endroit qui ne nécessitait pas autant de port de charges lourdes. Il n'a jamais expliqué pourquoi, il l'a juste fait. Le soir, je marchais jusqu'à la bibliothèque et je travaillais sur mes candidatures pour le Community College, université communautaire. J'avais raté certaines dates limites, mais les inscriptions de printemps étaient encore ouvertes. J'écrivais des essais sur mon téléphone, je les enregistrais sur un compte cloud gratuit, et je les imprimais à la bibliothèque pour 15 centimes la page. Chaque frais de dossier faisait mal. 40 $ par-ci, 50 par-là. Mais je les payais. Je n'ai rien dit à mes parents, je n'ai rien dit à personne. Début décembre, je m'étais installé dans une routine au centre. Je commençais à reconnaître les visages, à apprendre les noms. C'était étrange, comme si je construisais vraiment quelque chose de réel. Mon téléphone vibrait encore occasionnellement, des numéros inconnus, surtout des messages vocaux que je supprimais sans écouter. Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose maintenant. Qu'ils avaient converti ma chambre en salle de sport, en bureau ou en placard de rangement. Puis, un jour début décembre,
j'ai reçu un email de ma conseillère d'orientation du lycée. Nolan, j'espère que ce message te trouvera en sécurité. Je voulais t'informer que ta demande de relevé de notes a été annulée. Tes parents ont contacté l'administration de l'école et ont déclaré que tu ne poursuivrais pas d'études supérieures. Ils ont demandé que nous cessions toute correspondance concernant les candidatures universitaires. Je voulais m'assurer que tu étais au courant. Contacte-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai lu 5 fois. Puis je l'ai rappelé. Elle a tout confirmé. Mes parents avaient contacté l'école 3 semaines plus tôt, prétendant que j'avais décidé de ne pas aller à la fac, et avaient demandé que mes dossiers soient marqués comme inactifs. Certaines dates limites étaient déjà passées. Une bourse d'État pour laquelle j'étais en lice avait disparu. J'ai passé les 3 jours suivants à réparer ça, appelant l'école, expliquant la situation, réactivant mes dossiers. La conseillère m'a aidé là où elle pouvait, a écrit des lettres, passé des appels, mais certaines opportunités étaient déjà mortes. Cette nuit-là, je me suis assis dans l'abri de jardin en fixant le mur, et j'ai compris. Ils n'avaient pas juste fini avec moi. Ils essayaient activement de me bloquer, d'arrêter mon avenir avant que je ne puisse leur prouver qu'ils avaient tort. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être triste, et que j'ai commencé à planifier. L'hiver a frappé fort. L'abri n'avait quasiment pas d'isolation, et le chauffage d'appoint ne fonctionnait que si on le positionnait parfaitement. Je portais 3 couches pour dormir la plupart des nuits, des chaussettes doublées, dormant recroquevillé serré. Le travail s'est intensifié pendant les fêtes. Des doubles gardes la plupart des semaines, le dos en compote, les mains déchirées. Mais chaque garde supplémentaire représentait $70 de plus pour les frais de scolarité. Le directeur a commencé à me faire tourner dans la coordination logistique. Moins de portage, plus de résolution de problèmes. Il s'est avéré que j'étais doué pour ça. Un soir, le système d'inventaire a planté juste avant une échéance majeure. Toute l'équipe a paniqué. Le directeur était au téléphone en train de crier après le siège quand j'ai remarqué le message d'erreur. J'avais appris Excel et les bases de données par moi-même à la bibliothèque entre 2 demandes d'emploi. Cette erreur était simple. Table de données corrompue. Je me suis approché. Essayez de recharger la sauvegarde d'hier. La base de données actuelle est corrompue. Le directeur m'a fixé. Tu sais comment faire ça? J'ai haussé les épaules. Je peux essayer. 15 minutes plus tard, le système fonctionnait. Il m'a tapé dans le dos assez fort pour me faire un bleu. Tu viens de nous économiser une pénalité de $25 000, gamin. La nouvelle s'est répandue vite. En 2 semaines, les gens ont commencé à venir me voir quand la technologie tombait en panne. Je n'ai pas eu d'augmentation, mais les gens ont appris mon nom. Ils ont commencé à me voir comme autre chose que le gosse qui chargeait des cartons. Fin décembre, j'avais économisé assez pour les frais de scolarité du printemps. J'avais postulé à 3 programmes au Community College. J'ai dû obtenir une dérogation de dépendance pour l'aide financière. Je leur ai apporté la documentation du refuge, une lettre de la conseillère, la preuve que je subvenais à mes besoins, 6 allers-retours, et une montagne de paperasse. Plus tard, j'ai réussi. Janvier est arrivé, lettre d'acceptation pour les 3 programmes, plus une bourse partielle basée sur les besoins. J'ai fixé l'email pendant 2 heures, fixant juste le mot « félicitations », comme s'il risquait de disparaître. Ce soir-là, je me suis fait un gâteau en boîte dans la cuisine du propriétaire. Chocolat, bancal, légèrement brûlé. J'ai écrit mon propre nom dessus avec un glaçage bleu, juste « Nolan ». J'ai mangé 3 parts. J'ai gardé le reste. Le lendemain matin, je me suis inscrit au cours. Introduction à la gestion d'entreprise, algèbre universitaire, composition anglaise, principe de logistique. Je n'ai rien dit à mes parents, mais les petites villes parlent. Étage 3 semaines plus tard, j'ai croisé une voisine à l'épicerie. Elle a fait un grand sourire. Nolan, j'ai entendu dire que tu allais à la fac. Ta mère doit être si fière. J'ai hoché la tête. Ouais, sûrement. Mais je savais la vérité. Plus tard cette semaine-là, ma mère a appelé d'un numéro masqué. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle n'a pas pleuré ni crié, elle a juste dit de cette voix faussement douce et mesurée, on a entendu parler pour l'école, Nolan. C'est merveilleux. J'espère que tu te souviens d'où tu viens. Comme si je leur devais quelque chose. Supprimé. Les cours ont commencé, travail le matin,
cours l'après-midi, bibliothèque le soir. J'ai trouvé un appartement près du campus avec 2 colocataires calmes qui payaient le loyer à l'heure. J'ai quitté l'abri de jardin avec une poignée de main, un merci, et $50 en plus pour le propriétaire. Mon prof de commerce a remarqué que j'apprenais vite. Il a commencé à me donner du travail supplémentaire, à aider d'autres étudiants, à organiser des horaires de cours. J'ai été sur la liste du doyen au semestre de printemps, et j'ai décroché un emploi administratif sur le campus à l'automne qui payait mieux que l'entrepôt. La première année a été rude mais stable. La deuxième année, je me suis installé, meilleur appartement, meilleure routine, meilleure note. J'ai terminé mon diplôme d'associé de 2 ans, puis j'ai été transféré à l'université d'État pour ma licence. Au moment où j'étais en 3e année d'université au total, travaillant sur ma licence, cela faisait presque 3 ans complets que j'étais parti de la maison. Ça semblait être une vie entière. Puis, un soir de la mi-septembre, un message LinkedIn d'une ancienne voisine. « Et Nolan, je ne savais pas si je devais t'en parler, mais je pensais que tu avais le droit de savoir. Tes parents viennent de mettre la maison en vente. Le panneau a été posé hier. J'espère que tu vas bien. » J'ai fixé le message. La maison était à vendre. Au début, rien. Juste le vide. Puis autre chose. Quelque chose de froid et de concentré. J'ai ouvert Zillow. L'annonce était facile à trouver. Photos professionnelles, meubles de mise en scène, description générique. Charmante maison familiale avec du caractère. 3 chambres plus une pièce bonus. Parquet. Quartier calme. Entretenu avec amour depuis plus de 20 ans. J'ai fait défiler les photos, salon, cuisine, chambre principale, salle de bain d'amis, puis quelque chose étiqueté, bureau aux pièces bonus d'Evan. Ma chambre, sauf que ce n'était plus la mienne. Des murs beiges, une literie neutre, des impressions de paysages génériques, pas une seule trace des 18 années que j'avais passées dans cet espace. Pas de poster, pas de bureau, pas de livre, rien. Il ne m'avait pas juste effacé. Il m'avait rénové pour me faire disparaître. Je suis resté assis là un long moment, téléphone en main, à fixer l'annonce. Le prix demandé était élevé, bien trop élevé pour une maison de cet âge dans ce quartier. Ils étaient clairement désespérés. Ils avaient probablement besoin de vendre vite. J'ai creusé plus profond. Les registres de propriété publique sont étonnamment faciles à trouver si on sait où chercher. J'ai sorti l'historique de l'hypothèque, les registres fiscaux, les ventes passées, et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le crédit n'était pas remboursé. Pas même proche. Et ils étaient en retard. De 4 mois, peut-être 5, d'après les registres publics de privilèges. C'est là que l'idée a commencé à germer. Je voulais voir la maison une dernière fois avant qu'elle n'appartienne à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai fait quelque chose d'un peu fou. J'ai attendu une journée portes ouvertes. Ils en avaient une prévue pour ce dimanche. D'après l'annonce, l'agent était debout dans l'allée pour accueillir les gens quand je suis arrivé. J'avais emprunté une chemise habillée à mon colocataire et je portais un dossier avec quelques papiers au hasard pour avoir l'air crédible. L'agent n'avait aucune idée qu'elle faisait visiter la maison à un fantôme. Alors, les vendeurs sont super motivés, a-t-elle dit en faisant cliquer son stylo nerveusement pendant qu'on remontait l'allée. Ils ont déjà déménagé la plupart de leurs affaires personnelles. Ils cherchent une vente rapide. Leur cadet vient de commencer l'université dans un autre état. Leur cadet, Evan, bien sûr. J'ai hoché la tête, la suivant à l'intérieur. Elle parlait sans arrêt des moulures et des appareils électroménagers mis à jour et des fenêtres éco-énergétiques. J'écoutais à peine. Mon attention était sur les espaces, les murs, le fait que je n'étais plus là. La cuisine avait l'air pareil. Le salon aussi. La chambre de mes parents était mise en scène avec des meubles de location. Puis nous sommes arrivés à mon ancienne chambre. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je n'ai absolument rien ressenti, juste du froid. L'agent a fait un geste circulaire comme si elle montrait un trophée. C'était la salle de jeu et d'études de leur fils. Elle a une lumière naturelle incroyable. Un espace flexible parfait. Salle de jeu et d'études. C'est ce que j'étais devenu. Le trop-plein d'Evan. Je suis entré. Il l'avait mise en scène comme une station de préparation à la fac. Un bureau élégant avec une lampe. Un tableau d'affichage avec une liste de contrôle pour dortoir épinglé proprement.
Des brochures universitaires étalées en éventail sur une table d'appoint. Le nom d'Evan surtout. Nous sommes passés ensuite à la vraie chambre d'Evan. Toujours décorée. Il y avait encore ses affaires. Des trophées sur l'étagère. Des posters sur les murs. Il n'avait pas touché à une seule chose. Le jardin était pire. La cabane dans l'arbre que j'avais construite avec mon oncle quand j'avais 13 ans, celle où j'avais passé des centaines d'heures à lire et à m'échapper, avait disparu, abattue. Juste un rectangle de terre et quelques boulons rouillés dépassant de poteaux pourris. L'agent m'a remarqué en train de fixer ça. Les vendeurs ont mentionné qu'ils avaient enlevé une vieille structure ici. Problème de responsabilité civile. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Elle m'a laissé une minute, sentant probablement quelque chose d'étrange dans mon silence. « Vous voulez voir le garage avant qu'on termine » a-t-elle demandé joyeusement. Je l'ai suivie par la porte latérale. Le garage était encombré de cartons de déménagement et de bacs en plastique empilés contre le mur du fond. La plupart étaient étiquetés de l'écriture soignée de ma mère. Décoration de Noël. Trop plein cuisine. Evan, gardé. Puis j'ai vu le coin. 3 bacs poussés derrière un tapis de course cassé. Des étiquettes en ruban adhésif avec cette même écriture. Donné vieux bazar chambre. Et la dernière, la plus petite, comme une pensée après coup, poubelle. Et devinez à qui appartenaient les affaires dans cette poubelle? À moi, bien sûr. J'ai fixé ce bac pendant un long moment. L'agent n'a rien remarqué. Elle retournait déjà à l'intérieur, parlant de superficie. J'ai marché jusqu'à la clôture du fond, les mains dans les poches, respirant calmement. C'était la cour où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais enterré une capsule temporelle en CM1 qui était probablement toujours sous le chêne. Où j'avais existé pendant 18 ans, et maintenant c'était juste une autre annonce, une autre transaction. Cette nuit-là, assis dans ma voiture après la visite, j'ai pris une décision. S'ils voulaient m'effacer, très bien. Mais j'allais m'assurer que le monde sache exactement qui j'étais, et ils allaient regarder depuis les décombres. Je ne voulais pas d'une vengeance qui hurle. Je voulais une vengeance qui brûle lentement. Le genre qui s'insinue, détruit silencieusement, et ne laisse aucune trace. Puis le texto est arrivé de nulle part, environ 2 mois après mes débuts au Community College. Evan. La première fois que j'avais de ces nouvelles depuis mon départ. Entendu dire que tu bosses dans une épicerie et que tu vas au Community College. Naze. Puis un autre message. Tu sais ce que j'ai fait à ta chambre, pas vrai? Regarde ça. 6 juin, une photo. Mon ancienne chambre, sauf que ce n'était plus ma chambre. Fraîchement peinte, nouveaux meubles, mise en scène comme un showroom pour la journée portes ouvertes. Propre, parfaite, comme si je n'avais jamais existé. Virer toutes tes ordures. C'est beaucoup mieux maintenant. Je suppose que c'est ce qui arrive quand le poids mort s'en va. Reste fauché avec ton petit boulot. Ne reviens pas. Oh, et merci d'avoir déménagé. On avait vraiment besoin de l'espace pour quelque chose d'utile. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Pas blessé, pas en colère, juste froid, calculateur. Il voulait une réaction. Il voulait que je riposte avec quelque chose de désespéré ou de défensif. Il voulait la preuve qu'il avait encore du pouvoir sur moi. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je continuais à penser à cette photo, à la facilité avec laquelle il m'avait effacé. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert Instagram, juste pour scroller, tuer le temps. C'est là que je l'ai trouvé. Le compte Insta privé d'Evan, son off Insta. Même visage, nom d'utilisateur différent. Une variation de son nom avec des chiffres au hasard. Le genre de compte que les gens créent quand ils pensent être malins, mais sont en fait juste négligents. Sa story était toujours en ligne. Postée il y a 6 heures. La première diapo, c'était lui assis dans mon ancienne chambre. Légende, enfin débarrassé du poids mort. Deuxième diapo, lui se filmant dans le miroir. Légende, l'enfant roi gagne toujours. J'ai fait des captures d'écran des deux. Nom d'utilisateur visible, horodatage visible. Puis j'ai continué à faire défiler ces stories à la une. Des mois de publication. Et c'est là que j'ai trouvé le filon. Une section à la une intitulée « Real Talk, parler vrai » avait des diapos d'il y a quelques mois.
Evan plaisantant avec des amis sur le fait d'avoir copié l'examen de calcul de quelqu'un. Une autre diapo se vantant d'avoir fait écrire ses essais d'anglais par sa petite amie. Une autre riant d'avoir falsifié ses heures de bénévolat pour ses candidatures à la fac. Des captures d'écran de conversation de groupe où il admettait avoir plagié ses devoirs. Rien de caché. Rien de privé. Juste là, public, stupide. J'ai fait une capture d'écran de chacune d'elles. Je me suis assuré que le nom d'utilisateur et les horodatages étaient visibles sur chaque photo. Puis je me les suis toutes envoyées par email. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier à l'intérieur de celui intitulé « Maison ». Je l'ai appelé « Preuve ». C'est là que j'ai décidé, fini de juste survivre. Fini de juste construire ma propre vie en espérant que le karma finirait par les rattraper. J'allais être le karma. Première étape, l'information. La vraie information, le genre enfoui dans les documents et les archives publiques. Je gardais tout organisé comme si je montais un dossier, parce que c'était le cas. J'avais un dossier sur mon ordinateur appelé « Maison » et à l'intérieur, un autre dossier appelé « Ne me mentez pas ». PDF, capture d'écran, date surlignée, lien du comté, favoris, et un fichier de notes où j'écrivais qui avait dit quoi et quand. J'ai imprimé les pires trucs aussi. Papier Staples, classeur bon marché, pochette en plastique. Il y a quelque chose dans le fait de le tenir entre ses mains qui le rend réel. J'ai passé les 2 semaines suivantes à tout rechercher sur la vente de leur maison. Les archives publiques suffisaient. Permis, privilèges, anciennes notes MLS, services d'inscriptions immobilières, procès-verbaux de l'association des propriétaires, HOA, et dépôt au tribunal. J'ai tout capturé et tenu un journal comme si c'était une enquête. Et quelque chose d'intéressant est apparu. Le sous-sol avait été inondé 3 fois au cours des 7 dernières années. Panne de pompe de puisard documentée, dégâts des eaux, fissures de fondation, tout géré discrètement, à bas prix, avec des réparations minimes. Rien qui n'apparaîtrait dans une visite rapide, mais assez pour être un problème sérieux pour tout acheteur qui regarderait vraiment. Et devinez ce qui n'était pas mentionné dans les déclarations actuelles du vendeur? L'inondation, les problèmes de fondation, rien de tout ça. Il le cachait, pas juste en omettant des choses, mais en couvrant activement des problèmes structurels. C'est de la fraude immobilière. Ça pouvait annuler la vente, les exposer à des poursuites, détruire toute crédibilité. J'ai sauvegardé chaque document, imprimé des copies, téléchargé des sauvegardes sur 3 comptes cloud différents. Mais les preuves seules ne suffisaient pas. J'avais besoin de timing, de stratégie. J'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, un vieil ami du lycée. On était allés au lycée ensemble, on avait couru dans la même équipe d'athlétisme. Il s'était lancé dans l'analyse de données, travaillant maintenant en freelance pour faire des recherches d'antécédents pour de petits cabinets d'avocats. Nous n'étions pas proches, mais je l'avais aidé une fois quand sa voiture était tombée en panne en première, et qu'il avait eu besoin d'un transport pour un entretien universitaire. On s'est retrouvés dans un café près du campus. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Pas tout, juste assez. J'ai besoin de savoir ce qui est enterré dans les archives publiques, ai-je dit. Historique de propriété, permis, réclamation d'assurance, des choses qu'un acheteur normal ne creuserait pas, il a fait craquer ses jointures, souriant. Donne-moi 3 jours. Il a livré en 48 heures. Mon ami n'a rien piraté. Il savait juste comment extraire les permis, les anciennes annonces et les miettes d'assurance que les gens normaux ne regardent jamais. Les permis de construire du comté montraient 3 projets d'étanchéité distincts sur 6 ans. Il a trouvé des factures d'entrepreneurs que mon père avait soumises à l'association des propriétaires pour remboursement sur des problèmes de drainage partagé. Ces procès-verbaux de réunion de la Shoah sont publics dans notre comté. D'anciennes notes MLS de l'époque où ils avaient acheté la maison mentionnaient une humidité mineure au sous-sol. Il y avait aussi des dossiers de la cour des petites créances où un ancien propriétaire avait poursuivi pour dégâts des eaux avant que mes parents n'achètent. Le problème du sous-sol était pire que je ne le pensais. Pas juste des inondations, mais des fissures majeures dans les fondations, de l'eau s'infiltrant à travers les murs à chaque forte pluie. La pompe de puisard était une solution temporaire. La vraie solution coûterait 35 000 $ minimum. Et mes parents le savaient. Mon ami a trouvé une demande de permis de construire d'il y a 8 mois où mon père avait inscrit « Réparation d'étanchéité du sous-sol, patch temporaire » dans la description des travaux. Ils avaient fait le strict minimum et n'avaient jamais rien divulgué. Je les tenais,
mais je n'étais pas encore prêt à bouger. Je voulais que le timing soit parfait, chirurgical. Pendant ce temps, je continuais à construire ma vie. Le collège m'a invité à parler lors de leur présentation d'automne des étudiants de première génération. Ils voulaient que des étudiants des années supérieures ayant surmonté des défis partagent leurs histoires. Quelqu'un qui avait réussi sans soutien familial et qui s'était accroché. L'événement était prévu pour fin octobre, tout le campus, professeurs, étudiants, parents. C'est là que j'ai réalisé le timing parfait. Et si mes parents me voyaient sur scène, reconnus comme une réussite, célébrés publiquement, juste au moment où la vente de leur maison s'effondrait? Et si tout ce qu'ils avaient construit, leur image, leur histoire de famille parfaite, commençait à s'écrouler parce que j'avais réussi sans eux? Pas parce que j'avais crié, mais parce que j'avais souri. J'ai commencé à mettre les pièces en place. J'ai préparé les documents, les preuves de fraude, prêts à partir au bon moment. J'ai contacté le service de communication de l'université et confirmé qu'il présenterait mon histoire. Profil complet, photo, la totale. J'ai dit oui à tout. Et puis j'avais une carte de plus. Evan, les captures d'écran de son compte Finsta. Tous ces posts se vantant de tricher, de falsifier des heures de bénévolat, de plagier des essais, assis dans mon dossier de preuves, attendant. Rien d'énorme isolément, mais emballés ensemble et envoyés au bon bureau des admissions, c'est différent. Je ne voulais pas le détruire. Juste lui rappeler que personne n'est intouchable pour toujours. J'ai attendu octobre, et quand c'est arrivé, j'ai commencé. Le discours d'orientation était un jeudi après-midi. Je l'avais répété une douzaine de fois seul dans mon appartement, essayant de paraître confiant sans avoir l'air d'avoir appris par cœur. L'université voulait de l'inspirant, alors je leur ai donné de l'honnête. J'ai parlé du fait d'avoir grandi invisible, d'avoir travaillé 2 emplois pour payer les frais de dossier, d'avoir dormi dans un refuge d'église et d'avoir appris à étirer $3 en 2 repas, du moment où j'ai réalisé que je n'avais besoin de la permission de personne pour exister. Du fait d'avoir été sur la liste du doyen 4 semestres d'affilée tout en travaillant à temps partiel et en payant moi-même mes études. L'auditorium était bondé. 300 personnes, peut-être plus. Étudiants, parents, professeurs, et quelques par là-bas en train de regarder en ligne, mes parents. L'université a posté la vidéo complète sur son site web ce soir-là. 3 heures plus tard, elle avait été partagée 40 fois. Au matin, 100 anciens camarades avaient commenté, des professeurs m'avaient contacté. Des inconnus envoyaient des messages disant qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire, et que mon histoire leur donnait de l'espoir. Et mes parents l'ont vu. Je le sais parce que quelqu'un m'a transféré une capture d'écran d'un commentaire que ma mère a laissé sur une publication partagée. C'est plein d'exagération. Certaines personnes n'apprécient tout simplement pas tout ce que leur famille sacrifie. Passif-agressif, défensif, parfait. Elle était secouée et je n'avais pas fini. Ce qui m'a fait marrer, c'est la vitesse à laquelle ça a échappé à mon contrôle. La page communautaire locale a repris l'info parce que les petites villes traitent la vie des autres comme du divertissement gratuit. Quelqu'un a posté l'article. Quelqu'un d'autre a posté une capture d'écran du commentaire de ma mère. Et puis les réponses se sont transformées en ce genre de festival de ragots qui prétend être inquiet mais qui n'est en réalité que du drame. Le lendemain, l'agent immobilier a soudainement désactivé les commentaires sur son annonce. Pas une coïncidence, juste du contrôle des dégâts. Pendant que le profil circulait en ligne, j'ai exécuté la phase 2. Les acheteurs de la maison étaient dans leur période d'inspection finale. Tout avançait vers la clôture de la vente. Ils avaient déjà obtenu le financement, commencé à emballer, s'étaient investis mentalement dans le fait que ce serait leur nouvelle maison. C'est là que j'ai envoyé le paquet. Anonyme, intraçable, transféré via un service de courrier tiers. À l'intérieur, il y avait une clé USB, l'historique des permis montrant les travaux d'étanchéité répétés, des photos de l'annonce portes ouvertes montrant des taches suspectes sur les murs, des captures d'écran des procès-verbaux de la Shoah discutant des problèmes de drainage partagés, des copies des anciennes notes MLS mentionnant l'humidité, les documents de la cour des petites créances du procès de l'ancien propriétaire, et une lettre dactylographiée. Cette propriété a des dommages structurels non divulgués. Les vendeurs le savaient et l'ont délibérément dissimulé. Si vous achetez cette maison, la responsabilité devient la vôtre. Demandez à l'agent ce qu'il en est des permis d'étanchéité et des problèmes de fondation documentés dans les registres du comté. Voyez ce qu'ils disent. 4 jours plus tard, l'annonce a disparu. Les acheteurs se sont rétractés brutalement.
Voici le truc avec l'immobilier, une fois que l'inspecteur d'un acheteur documente une intrusion d'eau et des dommages aux fondations, et que l'agent de l'acheteur le met par écrit en demandant des réparations ou des crédits, cet agent a une obligation légale de le divulguer à l'avenir. L'agent inscripteur ne pouvait plus le cacher. L'agent de l'acheteur lui a envoyé un email formel demandant au vendeur de régler les problèmes structurels non divulgués ou il partirait. Cet email n'est peut-être pas public, mais il a fait le tour. Les agents immobiliers parlent. Les agents de petite ville, surtout. Tout futur acheteur en entendrait parler. Tout agent d'acheteur sérieux poserait des questions. Et si l'agent essayait de le cacher maintenant, elle perdrait sa licence. Ils étaient coincés, en retard sur l'hypothèque, incapables de vendre sans divulguer et réparer. 35 000 $ qu'ils n'avaient pas. Fixant la saisie en face, je n'ai pas célébré, j'ai juste regardé les dominos tomber. Puis est venue la phase 3. Evan postulait dans des universités, de grandes écoles, des programmes prestigieux, surfant sur des notes gonflées et de fausses réalisations. J'ai envoyé un email anonyme au bureau de l'intégrité des admissions de ses 3 premiers choix. Problème d'honnêteté académique concernant le candidat Evan. 6 juin des captures d'écran montrant des dossiers de bénévolat falsifiés et un plagiat admis. Veuillez examiner avant de finaliser les décisions d'acceptation. J'ai joint les captures d'écran. Lui plaisantant sur la copie de devoir, se vantant d'avoir falsifié des heures de service communautaire, riant d'avoir fait signer par des amis des feuilles de présence qu'il n'avait jamais gagnées. Je n'avais pas besoin qu'il soit rejeté sur le champ. J'avais juste besoin d'un tampon, sous examen, discret qui le suivrait partout. 2 semaines plus tard, j'ai entendu par le réseau de la petite ville que l'acceptation du premier choix d'Evan avait été retardée. Ils avaient demandé des documents supplémentaires. Son comité de bourse avait mis sa demande en attente de clarification. Rien de définitif, rien d'explosif, juste des questions. Mais Evan saurait que quelqu'un savait. Il passerait des mois à attendre que le couperet tombe, vérifiant ses emails de manière obsessionnelle, se demandant qui regardait. C'était suffisant. 3 semaines ont passé, calme, normal. J'allais en cours, je faisais mes gardes, j'étudiais à la bibliothèque. On était maintenant en novembre, un peu plus de 2 ans depuis que j'étais sorti de leur maison. J'avais eu 20 ans il y a 2 mois. Ils avaient raté 2 anniversaires. Puis ils se sont montrés. Ils m'attendaient devant mon immeuble un mardi soir quand je suis rentré du travail. Tous les 2. Mon père avait l'air plus vieux, fatigué, les épaules affaissées. Ma mère avait cette expression de calme factice qu'elle utilise quand elle tient à peine le coup. « Nolan », a dit mon père, la voix tendue. « Il faut qu'on parle. » Je me suis arrêté sur le trottoir, je ne me suis pas approché, je les ai juste regardés. « Maintenant », dis-je doucement. « Après que la maison est devenue invendable et que les candidatures d'Evan s'effondrent ? C'est là que vous voulez parler ? » Mon père a tressailli comme si je l'avais giflé. On ne savait pas que les choses avaient aussi mal tourné. Vous ne saviez pas où vous vous en foutiez ? S'il te plaît, a dit ma mère en s'avançant. Nous avons fait des erreurs. On le voit maintenant, mais ça doit cesser. Tu fais du mal à ta famille. J'ai eu un rire bref et froid. Ma famille ? Où était ma famille quand vous avez oublié mon anniversaire ? Où était ma famille quand vous avez saboté mes inscriptions à la fac ? Où était ma famille quand papa m'a battu et m'a traité d'erreur ? Silence. Mon père regardait le sol. Les yeux de ma mère se sont remplis de ces fausses larmes qu'elle est si douée pour produire. On est en train de tout perdre, a-t-elle dit doucement. La maison va être saisie. Evan a perdu ses offres de bourse. On a dû prendre des crédits juste pour couvrir ses frais de scolarité. On survit à peine. Bien, ai-je dit. Aucune hésitation. Tu devrais savoir ce que ça fait, Nolan, a dit mon père, la voix se brisant légèrement. On est désolé. D'accord, on est désolé. On a eu tort. Mais tu dois comprendre, on était sous beaucoup de stress. On a fait des erreurs. Des erreurs. Je l'ai coupé. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait des choix. Chaque jour pendant 18 ans, vous avez choisi Evan plutôt que moi. Vous avez choisi de me faire sentir petit, sans valeur, comme si je ne comptais pas. Et maintenant vous êtes là parce que vous avez besoin de quelque chose de moi. Pas parce que je vous manque, pas parce que vous regrettez ce que vous avez fait, mais parce que vous avez besoin d'aide. Ma mère a réessayé.
On pensait que peut-être tu pourrais nous aider juste temporairement. On sait que tu t'en sors bien avec ton travail et l'école et si tu pouvais juste. Quoi, ai-je dit? Vous prêtez de l'argent, co-signez quelque chose, vous renflouez? Laissez-moi deviner. Vous avez entendu dire que j'avais eu une promotion au travail. Vous avez pensé que je serais une cible facile. Ils n'ont pas nié. On était parents, a dit mon père désespérément. Ça ne signifie rien. Vous avez arrêté d'être mes parents le jour où vous avez organisé cette fête pour la montre d'Evan et oublié que j'existais, ai-je dit. Vous avez arrêté d'être mes parents quand vous m'avez battu et traité de raté. Vous avez arrêté d'être mes parents quand vous avez essayé de saboter mon avenir. Alors, non, ça ne signifie rien. Ma mère a essayé une dernière fois. Nolan, s'il te plaît, on t'en supplie. On va tout perdre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes photos, leur ai montré la photo de l'orientation. Moi sur scène tenant mon prix, souriant. Ça, ai-je dit, c'est ce que j'ai construit sans vous. C'est ce que je suis devenu après que vous m'avez jeté. Et vous savez quoi? Je suis meilleur grâce à ça. Alors, quoi que vous soyez sur le point de perdre, ça s'appelle des conséquences. Bienvenue au club. Je suis passé devant eux vers mon immeuble. Mon père m'a attrapé le bras. Pas fort, juste désespéré. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement en me dégageant. Ne me touche plus jamais. Il a lâché prise. Je les ai regardés tous les deux une dernière fois. Vous vouliez que je parte. Votre vœu est exaucé. Maintenant, restez loin de moi. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, et c'était la dernière fois que je les ai vus en personne. Au cours de l'année suivante, des bribes de leur histoire me sont parvenues. La maison a été saisie. Ils ont déménagé dans une petite location à l'autre bout de la ville. Mon père a pris des gardes le week-end à livrer des colis pour joindre les deux bouts. Evan a été transféré dans une école d'État sans bourse, travaillant à temps partiel dans un centre d'appel pour aider à couvrir les coûts. Ils ont essayé de me contacter quelques fois. Texto d'anniversaire, carte de vœux, toujours court, toujours superficiel. Jamais de vraies excuses. Juste de faibles tentatives de reconnexion qui ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient fait. Je n'ai jamais répondu. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans avec mention. J'ai été promu 2 fois à mon poste sur le campus. Ma vraie famille, ce sont ceux que j'ai choisis, ceux qui ne m'ont jamais obligé à mendier une place à table. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.